En parlant de grands spectacles et de grands blockbusters, on va regarder parce que alors j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai un peu envie de vu qu'Avatar 3 sort dans 10 jours, j'ai envie de regarder une vidéo qui va Alors qu'Avatar de Feu et de Sang approche à grands sucer, pas. sucer Avatar, évidemment. Hop, je mets un 25 et voir ce qu'il dit. Voir ce que dit écran large. One Freeman! Ce que dit écran large sur, Avatar 2. Elle est bien. Court métrage d'animation, ça passe possiblement. Oui, mais même des séries, tu vois? Ou ce genre de trucs, selon si c'est connu ou pas. Mais bon, si de toute façon, je laisserai pas les VOD, hein, comme je l'ai fait pour les films Dark Stars et tout ça, je mettrai pas les VOD. Et donc voilà, un rappel, hein, si jamais vous avez pas deviné, je suis un gros glazer de James Cameron. J'adore Avatar 1. Le 2, je l'ai adoré. Je l'ai revu quand il est ressorti, début octobre, un truc comme ça, en salle, en 3D, et cetera. J'ai très, très légèrement moins aimé que la première fois, passer la découverte, mais ça reste quelque chose d'excellent, que je trouve vraiment beau sur cette famille et cette lâcheté du personnage principal qui a passé tout le premier film à se battre et que là, maintenant qu'il a quelque chose à protéger, plutôt que de se battre pour les protéger, il va fuir pour tenter de, sachant que ça va pas bien se passer. Ok, Jonathan. Comment ça, ok, Jonathan? J'ai vu passer les mecs en avant-première, apparemment. J'ai vu passer les mecs en avant-première, apparemment, c'est génial. Mais ça ne peut être que génial. C'est James Cameron, c'est Avatar. Ça ne peut être que bien. Et bref, voilà. Et comme sur Internet, beaucoup de mauvaises choses ont été dites sur Avatar 2, eh ben, je vais voir quelqu'un qui suce Avatar 2. Donc, si vous connaissez pas Écran Large, journal qui fait des podcasts et qui fait des vidéos YouTube. Mais à la base, c'est un journal que sur Internet. Il, et voilà, ils font des reviews et des trucs comme ça. C'est très sympa, des dossiers sur le box-office. C'est très très cool. Je vous encourage à vous abonner à Écran Large et à écouter leur podcast, La Réu qui s'appelle. Et il y a plusieurs journalistes qui ont chacun leur personnalité et leur goût. Et le gros suceur d'Avatar, c'est un gars qui aime beaucoup les blockbusters et qui en parle très très bien. Mais je vous dis tout de suite, pour honnêteté intellectuelle, c'est quelqu'un qui aime beaucoup de choses. Il est très bon public. Mais il en parle très très bien. Parce que tu as dit que t'es. Ah, parce que c'est un. Non, d'accord, oui, d'accord. Pardon, 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 poisson. C'est des gauchistes? Non, oui, c'est des gauchistes. Moi, malheureusement, j'ai l'avis de Durandal sur Avatar 1 et 2, sauf le HFR, ça je m'en fous. Mister HS, barre-toi de ce stream. Toi, c'est, tu es là depuis le début, mais va-t'en. C'est moi. De quoi c'est toi, Coco? Ah, je suis assez sidéré de voir qu'en l'espace de 3 ans, Avatar 2, La Voix de l'eau, n'a suscité que des critiques et des analyses que je trouve relativement creuses. Et ça concerne Il autant a le raison. positif, qui se concentre souvent sur le côté bande démo technique spectaculaire, que le négatif, qui aime Ah oui. ressasser la trop grande simplicité supposée de son histoire. Et il est temps de corriger ça. Du coup, ça veut dire que tu aimes les streams, Coco. Bonjour à tous, c'est Antoine, et bon, vous le savez, Avatar, c'est ma croix, ma bannière, mon fils, ma bataille. Et pour que vous compreniez Je où je vais me tout positionne, Avatar casser. 2 est pour moi l'un des plus grands films de ces dernières années, voire de la décennie, rien que ça. Et Bon, il pourtant, depuis force un sa peu, sortie en mais 2022, je il a reste pas sur ma tort, il a pas faim en ce tort. qui concerne mes lectures sur le Coucou, sujet, qui Molloy. me semble pour beaucoup être très en surface. Comme il paraît que le mieux c'est d'être le Alors, de très mauvais retours. Coucou, Molloy, merci de parler, merci d'être là, merci aux gens qui sont là, merci à ceux qui parlent pas, merci à ceux qui me soutiennent. De très mauvais retours sur Avatar 3 de la part de Criticat, alors qu'ils adorent les deux premiers. Ben, je ne connais pas Criticat, je crois pas les connaître. Donc moi, de toute façon, j'irai le voir, je me fierai à mon propre avis, hein. Le fait qu'un des navis ait le visage de Charlie Kirk, j'ai trouvé ça osé. Oh, t'imagines? Oh, ça serait. Oh là 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 là. changement qu'on veut voir dans ce monde, je me suis dit que ça serait pas mal de décortiquer le film de James Cameron. Et à vrai dire, ça me semble pas mal de le faire par le prisme essentiel de l'analyse cinéma, l'outil numéro 1 du médium qu'on tente à oublier de plus en plus, sa mise en scène. Mais ok, avant ça, parlons un instant du scénario d'Avatar 2, puisque c'est souvent son écriture qui engendre le plus de virulence. Et puis vous verrez, ça se connectera avec ce que j'aurai à dire après. Ce qui est beaucoup reproché à Avatar 2, c'est que son scénario suit une trajectoire assez similaire au premier film. C'est Bon, parce que c'est comme un React, donc je vais quand même dire ce que je pense aussi. C'est que, oui, dire c'est juste le 1 avec de meilleurs effets spéciaux, moi je trouve ça faux, parce que comme je l'ai dit, c'est l'antithèse du 1 où Sexually, je sais plus exactement comment il s'appelle, va se battre pour Pandora, et dans le 2, il va fuir
pour protéger sa famille et donc être un lâche et ne plus protéger Pandora. Parce que si tu veux protéger ta famille, tu protèges Pandora et en plus même ses gosses et sa femme veulent continuer de se battre et ils en empêchent. Et j'ai même envie de là un peu suranalyser, de dire que quand bien même Jexculi est un avis, rappelle que Avatar ça ne te dit pas il faut être gentil avec les colonisés, c'est il faut se battre contre les colons, tu trahis ton propre camp, c'est ça le bon camp. Lui, comme d'autres humains qui restent sur Pandora pour, contre les futurs colons humains. Neviker. C'est qu'en plus, c'est les relents de son passé humain et surtout passé américain, où il veut reconstruire une famille nucléaire, reconstruire un cocon familial et inculquer cette éducation qu'il a, occidentale, colonisatrice, qui veut inculquer à des us et coutumes de Pandora. Et que ça ne marche pas, parce que c'est nier la réalité matérielle et d'existence du conflit humano-navestirien. C'est un sioniste de gauche, Jexuli. Non, 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 bah non. Ah non, si Jexuli, c'était un Israélien en Palestine, il se serait mis à se retourner contre Tsahal. Non, non, non. C'est juste qu'il aurait dit, il aurait dit, il faut... Non, je sais pas où je vais avec ça. J'avais vu une critique qui disait objet filmique fascinant, pétri de contradictions, miroir de l'Occident, impuissant à agir contre ses démons, immense puissance, cringe au kitsch. Hélas, en dernier instant, ce film prépare le fascisme. À ton avis là-dessus? Est-ce que la personne qui a dit ça a un underscore à la fin du pseudo? Dis-moi juste oui ou non. Il a cru au kibbutz. Il a cru au cessez-le-feu. J'excuse. Non. Ça me fait penser à cette personne-là. Et cette personne à laquelle je pense, je trouve qu'elle a beaucoup d'avis à la con. Cet avis-là, je le trouve à la con, ça prépare le fascisme. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter avec le truc qui prépare le fascisme. C'est pas Avatar qui prépare le fascisme, hein. C'est plus les Marvel, les Marveleries. Comme le disait, j'ai oublié le nom du mec qui a fait From Hell, qui a écrit Watchmen et tout ça. Les adultes qui sont encore fans de super-héros, c'est le début du fascisme. C'est plus ça la question. Oui, voilà. C'est pas intéressant. Vraiment, les trucs avec ça prépare le fascisme parce qu'il y a des militaires, c'est bon. Alan Moore, voilà, merci. Parce que pour le coup, Avatar, c'est politisé et, j'ai envie de dire, quand même politisant. Les dernières Marveleries, c'est ridicule. Ça ne parle de rien. Et le fait que tu aies autant de gens qui sucent ah non, Superman il fait ça, Superman il fait machin. Et puis non, ils se bataillent pour des broutilles, pour des esthétiques qui sont en soi kitsch. Et de vouloir un sauveur comme un gamin, ça fait que si tu réfléchis comme ça pour un film, mais dans la vraie politique, mais au secours, dégage de là en fait. Tu vas te faire brainwash par l'extrême droite et par les droits tardés. Je n'ai pas aimé ce live, il prépare le fascisme. Ah bah là, je prépare bien le fascisme, hein. Là, je vais bien m'intégrer au futur gouvernement Bardella-Retailleau, hein. Pour le coup, ça c'est vrai. J'y participe activement. Et après tout, quand je dis que je suis fan d'animation japonaise, c'est que je suis fan du Japon glorieux de Hirohito. À nouveau, un récit d'aventure, d'initiation et de découverte de Pandora, et sa première partie s'amuse à rejouer des scènes du premier volet, voire à reprendre à l'identique certains plans. Cette fois, c'est Miles Quaritch, le méchant du premier film ressuscité, qui apprend à vivre dans un corps de Na'vi, en retraçant un parcours héroïque et mythologique, similaire à celui de Jake Sully dans Avatar 1. Bon, D'ailleurs, je tiens aussi à dire, en tant qu'associé, même si je sens qu'il va le répéter, que Avatar, du coup, tout le côté écologique qui se mêle avec une lutte anti-impérialiste, etc. Bon, ça c'est dit. Et il y a aussi tout un. Mais ça, c'est en écoutant ce mec-là, dont j'ai oublié le nom, qui parle d'Avatar, où je me suis rendu compte, mais oui, en fait, c'est un immense film aussi méta sur la puissance des univers, que l'Avatar, c'est clairement. Le personnage humain qui va s'incarner dans une nouvelle technologie, la mocap, dans le cinéma, avec un univers qui n'existe pas, mais qui pourtant paraît tangible, et qui est une vraie déclaration d'amour à l'imaginaire comme puissance réelle. Voilà. Je l'ai dit avec des grands mots, tu vois, mais aussi ce rapport très métatextuel sur l'avatar, sur se projeter autre part. Et puis tu as même eu un sentiment global des gens qui ont un blues post-Avatar parce que cet univers était tellement accueillant, était tellement beau,
et t'y croyais tellement que quand tu ressors de la salle, t'es en mode: «Ah, Avatar n'existe pas, Pandora n'existe pas, je ne connaîtrai jamais Pandora». La lutte impérialiste en question, aller en vacances au bord de mer. Franchement, Mao, tu m'as convaincu. C'est ça que voulait dire Cameron. Tu sais, c'est le même The Point. Euh, Non, en fait, c'est cool l'océan, quoi. Déjà, on peut prendre en considération la dimension méta de cette répétition, puisqu'Avatar 2 a débarqué 13 ans après le film original. James Cameron devait renouer avec la sensation d'émerveillement qu'avait suscité Avatar, et trouver un équilibre entre la redécouverte d'un terrain inconnu et la promesse d'une évolution. Au fond, Cameron avait développé en 2009 la porte d'entrée parfaite vers le futur du cinéma numérique, au travers d'un corps en bout de course, celui de Jake, contraint de renaître dans une anatomie virtuelle, sans pour autant perdre son âme. Elle était là la promesse de la performance capture et de l'immersion de Pandora. Garder l'humain dans le lissage parfait de l'image de synthèse. Et derrière ces thématiques anticolonialistes et écologistes, Avatar est avant tout un film sur la renaissance d'une vision. L'aventure, et par extension le cycle du héros, qui se traduit dans toutes les mythologies si l'on en croit Joseph Campbell, c'est peut-être moins une question de domination d'un monde que sa compréhension. Une compréhension qui passe par l'immersion que le film demande à ses personnages, mais surtout à ses spectateurs. C'est pour ça qu'il faut Et aussi, du coup, c'est pour ça qu'aussi j'ai Sully qui va totalement dans cette immersion et qui va embrasser totalement le point de vue des Na'vi et de Pandora. Mais je tiens à dire aussi que Joseph Campbell, il y a des critiques, hein, parce que tout le monde dit ouais, le mythe, le héros aux mille visages, etc. Il y a il y a des critiques parce que bah, c'est toujours. Il a un peu modifié la réalité des histoires, un petit peu quand même, pour coller à son narratif, et que ça se base sur les grands mythes. Tu vois, tout ne rentre pas là-dedans. Tu peux faire. Il y a plein d'histoires qui ne correspondent pas au mythe des mille visages. Évidemment. Toute citation de Jeff Campbell me donne envie de me couper les vidéos. Après, pour James Cameron, ça rentre. En vrai, James Cameron, ça rentre dedans parce que c'est du cinéma, du grand cinéma classique. Il a façonné ce cinéma classique américain et il rentre là-dedans complètement. Donc pour moi, ça va. C'est parler de Campbell pour parler de Cameron et de son œuvre, surtout Avatar. Ce n'est pas totalement ridicule, même si c'est un poncif, je l'admets. Eh ben, Poisson, est-ce que j'ai dit que j'étais en désaccord avec ça? Non. On peut. Il y a la liberté d'expression encore? déjà sortir de cette Je rigole assertion évidemment. réductrice selon laquelle Avatar 2 ne raconterait rien. J'ai même envie de dire qu'elle démontre parfaitement le propos de Cameron. Il est nécessaire de rappeler la valeur de ce regard émerveillé C'est vrai, parce t'as qu'il est raison, en facile plus. de l'oublier. Bien sûr, il y a déjà l'urgence écologique concrète qu'évoque la saga. On pouvait trouver ça un poil naïf dans le premier Avatar, mais je pense surtout qu'il se voulait encore pédagogue sur ces problématiques. Dans Avatar 2, c'est fini. L'humanité est de retour parce qu'elle a officiellement foutu la Terre en l'air, et le sauvetage de cette planète numérique vierge implique une résistance totale et sans concession. Je l'avais déjà évoqué dans une vidéo où je comparais l'utilisation du numérique entre Mufasa le Roi Lion et Avatar 2, et je vous y renvoie. La tragédie larvée d'Avatar, c'est que la perfection de son monde numérique n'est pas là pour nous déconnecter du réel. Au contraire, la tangibilité de ces matières et leurs interactions sont là pour connecter Pandora à ses inspirations venues de la vraie vie. On ne peut malheureusement pas plonger dans l'univers d'Avatar. Et James Cameron a bien conscience de cette frustration quand les lumières de la salle de cinéma se rallument. On ne peut pas sauver Pandora, mais on peut sauver notre vrai monde, pour peu qu'on veuille le voir. Et c'est là que la répétition d'Avatar 2 raconte quelque chose de fort. En choisissant d'adopter plutôt le point de vue des enfants de Jake et Neytiri, Avatar 2 nous ramène vers la pureté de la première fois, vers une forme de naïveté à laquelle est également confronté Quaritch. En marchant dans les traces de Jake avec son nouveau corps, il confirme plus que jamais qu'il est moins son négatif que son double. Lui aussi a l'opportunité de comprendre ce qu'est Pandora, de percevoir sa dimension holiste. A l'inverse, même si Jake a Surtout que dans le 2, là, vous avez vu le dread blanc. Oui, ok, le dread blanc, c'est rigolo d'avoir un dread blanc dans un film, etc. etc. Moi, je trouve qu'on est quand même très méchant avec Spider, qui est quand même un personnage vraiment sympa. Bon, l'acteur, c'est pas le meilleur du monde, je l'admets. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, justement, il fait la jonction entre les deux mondes, avec ce qu'il vient de dire, avec le méchant qui est le double de Jake Scully et qui va marcher dans ses pas. D'autant plus que Spider est le fils de lui. Et donc, il a déjà un enfant, il a déjà son héritage, comme Jake Sully, dans Pandora. C'est un enfant de Pandora, un enfant humain qui. C'est un pied noir. Voilà, Spider, c'est le futur Mélenchon de l'univers. Et qui est totalement intégré là-dedans et qui va faire vaciller le méchant. Mais le méchant va aussi faire vaciller Spider qui est dans les deux, quoi. Genre, par la radicalité de Neytiri notamment. Putain, ma mémoire avait effacé Spider. Pourtant, c'est très intéressant, hein. Genre, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment le mélange parfait de son arc, de l'interpersonnel et des grands enjeux de l'histoire politique. Qui n'est pas très bon
Qui n'est pas très bon? Sam Worthington. Je connais pas l'acteur, celui qui joue Spider. Attends, c'est Sam Worthington qui s'appelle? Non, 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 celui qui joue Spider, je parle. Je sais pas comment il s'appelle, celui qui joue Spider. Comment il s'appelle? Voilà, Jack Champion. Franchement, il joue dans Scream 6. C'est pas le meilleur acteur du film. Vraiment. Mais bon, vas-y, oula. Mais bon, vas-y, il y a le perso, il est cool. Nouvelle fois Moi, le je défends privilège de la Spider voix quand off, même. Hein. James Cameron en fait le protagoniste dont le point de vue est clairement erroné. Le héros d'avant a vieilli, et même s'il partage à ses enfants le sens de la curiosité qui était le sien dans le premier film, il est aussi entravé par ses propres biais. Lui qui a appris à s'adapter à Pandora n'accepte pas vraiment que d'autres puissent se découvrir comme lui, à commencer par son fils Loak. Jake veut garder de manière égoïste la force mythologique de son parcours, et le retour des humains réveille ses pires travers de militaire. Il traite ses enfants comme des soldats, et son rôle de père de manière assez réac. Voilà. Mais Cameron Et ne sachant lui donne que pas raison. tous ceux qui disent que famille nucléaire, film conservateur, etc., pour moi, c'est un michot complet parce que c'est montré comme négatif, cette vision-là de Jake, tu vois. C'est vraiment négatif. Genre, ce n'est pas le bon choix. C'est un parcours, le parcours de rédemption, c'est quand il va arrêter de voir cette mentalité-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tout ça, là, le côté ancien militaire, le côté les réminiscences de son passé d'humain militaire américain, ça m'a. Je pense à un défaut. Enfin, c'est pas un défaut, mais c'est qu'en gros, tout le film est en anglais. Au début, c'est en langage Navi, sauf qu'il dit, et puis je me sentais tellement à la maison que pour moi, il parlait anglais. Et après, c'est là que ça switch en anglais. Donc, on entend les gens parler anglais, mais en soi, ils parlent le Navi quand ils sont ensemble. Parce que et puis il y a des moments où la barrière de la langue elle est importante, donc du coup ça re-switch avec du langage Navi sous-titré. Et moi je suis persuadé que Cameron aurait aimé que tout soit en Navi, mais finalement l'adoption de ces trucs anglais qui est un peu maladroit au début, ça ramène au fait que le gars est trop empêtré dans son langage, le langage militaire anglais. Alors qu'apprendre une nouvelle langue, ça libère. Rappelle que quand tu veux écraser une population, tu écrases aussi son langage, sa culture. Donc là, quand sa culture revient, c'est-à-dire l'anglais, eh ben c'est négatif, quoi. Même si là, je surinterprète, mais c'est une lecture que moi j'aime bien, de quelque chose qui est, à mon avis, c'est surtout que c'est pas vendable de faire pour les requins, de faire un film tout en avis, quoi. Ou peut-être que c'est voulu, je sais pas. Bien au contraire, le propos d'Avatar 2 se trouve là. En fuyant chez le peuple des Message Metkayina, d'Avatar 2, Jake que rejette Bref ses 2 va te faire responsabilités foutre. face à la catastrophe en cours. Il retourne à un individualisme dépassé, où la famille serait la seule communauté qui compte, tendance Fast and Furious. Et ce discours-là, qui s'est Molloy, beaucoup Molloy, imposé c'est un dans le des blockbuster thèmes, hein. occidental ces dernières années, suppose non seulement une méfiance envers ce qui ne composerait pas ce corps familial, mais aussi le rejet aveugle de problèmes qui ne concerneraient pas directement cette famille. Jake permet à Avatar 2 d'interroger nos œillères et l'égoïsme rampant qu'imposent nos sociétés occidentales face au désespoir du désastre écologique. Et la conclusion du film, c'est qu'au bout d'un moment, on est toujours rattrapé dans notre fuite par ces problèmes qu'on a cru pouvoir planquer sous le tapis, ce que symbolise la mort du fils de Jake, Neteyam. En allant piocher dans des écosystèmes et des inspirations qui ont voix de l'eau, Merde, non! Non! Jonas, il est missionné par un ancrage dans le réel. James Cameron et ses équipes amplifient l'universalité mythologique de Pandora. Attends, Dans Avatar 2, on peut relier les Tulkun à des... Au contraire, le propos d'Avatar 2 serait la seule communauté j'étais qui qu'à compte, 5 minutes. tendance Putain, Fast on y and est pour un Furious. petit moment, Et ce les gars. discours-là, qui s'est beaucoup Non, imposé. je voulais faire une blague, j'étais en mode la planète Pandora nous a été promise il y a 3000 décennies. Dans le blockbuster occidental ces dernières années, suppose non seulement une méfiance envers ce qui ne composerait pas ce corps familial, mais aussi le rejet aveugle de problèmes qui ne concerneraient pas directement cette famille. Jake permet à Avatar 2 d'interroger nos œillères et l'égoïsme rampant qu'imposent nos sociétés occidentales face au désespoir du désastre écologique. Et la conclusion du film, c'est qu'au bout d'un moment, on est toujours rattrapé dans notre fuite par ces problèmes qu'on a cru pouvoir planquer sous le tapis, ce que symbolise la mort du fils de Jake, Neteyam. En allant piocher dans des écosystèmes et des inspirations qui ont toujours un ancrage dans le réel, James Cameron et ses équipes amplifient l'universalité mythologique de Pandora. Dans Avatar 2, on peut relier les Tulkun à des sortes de baleines, et on ne dira jamais assez à quel point Incroyable, Bayakal ça, la est le baleine. meilleur personnage de cinéma de ces dernières années. En tout cas, il y a une Après, séquence il force où à faire Loak les entre superlatifs dans sa comme ça. bouche et se connecte à lui pour comprendre son tragique passé. Et moi, forcément, cette séquence me fait penser au mythe de Jonas. Jonas, il est missionné par Dieu de se rendre à Ninive et d'annoncer la destruction de la ville si ses habitants ne se repentent pas. Mais Jonas préfère fuir vers Tarsis en bateau avant qu'une tempête ne l'amène à être avalé par un gros poisson ou une grosse baleine selon les versions pendant 3 jours et 3 nuits. Il prie, finit par être recraché et se rend à Ninive parce que visiblement Dieu n'aime pas trop la notion de consentement. Cameron a toujours été brillant pour réinterpréter et mixer des récits fondateurs, mais Avatar 2 le fait au travers d'une mosaïque plus désenchantée, faisant de Jake, de sa descendance
et du réalisateur lui-même au fond, des Les annonciateurs de Baby l'apocalypse, Yoda. comme Jonas, qui rejettent leurs Bah, responsabilités jusqu'à ne plus Pinocchio, pouvoir. Coco, tu dis ça en blaguant, mais Walt Disney, enfin, je veux dire, enfin, les Américains, c'est des gros cathos, tu vois. Genre, ils connaissent les légendes bibliques, donc ça serait pas étonnant que ça vienne de là. Puis il y a eu Moby Dick et ce genre de truc, quoi, qui fait que ça vient sûrement de là, hein. La répétition d'Avatar 2, c'est aussi ça, le cycle perpétuel de nos mythes ancestraux, et par extension, la nécessité d'une passation. Dans le film, ce sont les enfants qui apprennent aux parents à voir de nouveau, ce qui donne un sens particulier à la fameuse phrase matricielle d'Avatar, « Je te vois ». I see you. Si Avatar 2 nous réapprend à voir, ça tient en partie à son usage de la technologie. Et il y a un truc que j'ai toujours Oui, trouvé mais très intéressant Walt là-dedans. Disney. Le terme CGI, Après, oui, après, ok. Peut-être que j'ai fait une petite connerie géographique. Après, les Italiens, ça reste très catho, hein. En tout cas, très chrétien. Donc, ça change pas, mais oui, c'est vrai. a acquis dans pas mal de cas une connotation péjorative, parce que les effets visuels sont l'un des signes les plus évidents d'une industrie qui ne sait plus décider des choses sur un tournage. À l'heure où tout peut être manipulé, voire corrigé en post-production, il y a cette sensation terrible d'être trop rarement en face d'images qui ont été réfléchies dans leurs effets visuels. Là où le paradoxe est intéressant, c'est qu'Avatar n'a rien de réel, et pourtant Cameron emploie les outils du numérique pour assurer un contrôle total de ces images, et mettre en valeur ce qui se passe sur le plateau avec ses acteurs. L'idée n'est pas seulement d'avoir le bac à sable le plus imaginatif possible, où la performance capture libérerait de toute contrainte extérieure le jeu des acteurs. C'est le cas, mais Avatar 2 devait aller plus loin que le rendu parfait d'une performance dans un corps numérique. Ce qui compte au fond, c'est le réalisme des interactions entre ces corps numériques et l'environnement. À l'époque du premier Avatar... Non mais t'as raison Mao, ça prépare les chambres à gaz Avatar 2. T'es méchant, moi je trouve c'est pas mauvais pour un jeu PS3. Non, et puis d'ailleurs, pour rappel le numérique, rappelle que le problème, c'est pas le CGI ou le tout CGI. Le problème, c'est quand ça enlève les choix. C'est quand le choix de direction, que ça soit pour un plan, pour un décor, pour un costume, n'existe même plus parce que tout sera rattrapé en post-prod. Il y a une phrase que j'aime beaucoup bien d'une vidéo d'un mec qui s'appelle Frame In, Frame Out. Chaîne que je recommande pas vraiment parce que c'est un peu un tapineur gauchiste, mais cette vidéo sur le film des frères Russo sur Netflix avec le mec de Drive là, elle est bien. C'est qu'en gros, cette phrase que j'aime bien, c'est choisir un costume, choisir un cadre, choisir une lumière, un décor, ça t'enfermerait dans un choix. Tu ne pourras plus y démordre. Alors que ce qu'ils veulent, les Marveleries, les films Netflix, gros public, etc., genre les Red Notice, voilà, je pense à Greyman, et ce genre de choses, c'est que tout est post-produit. Et pour être post-produit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut filmer de la manière la plus plate possible pour avoir un contrôle total sur l'image après. C'est ce qui fait que tu as des films interchangeables, dégueulasses, et horrible. Alors que Cameron, justement, enfin il vient de le dire, c'est qu'il a une maîtrise, enfin toute la mocap et tout le décor, parce que bon, après déjà il a un scénario intéressant, il a une DA intéressante, évidemment une vision et tout ça. Et en plus la technicité, ça laisse le temps aux équipes de bien bosser quand même, hein. Et en plus il a une vision. Justement, son choix, il les a fait et il va les concrétiser. C'est pour ça que le tout CGI n'est pas un problème quand c'est bien cabossé, c'est bien pré-produit. Comparé à la qualité des effets des Visiteurs du Futur, il est pas foulé Cameron. Non, franchement, Mao, j'avoue que la masterclass de l'équipe de Visiteurs du Futur, en vrai, j'ai pas envie de taper sur Visiteurs du Futur non plus, tu vois, mais je fais pas partie des gens enthousiastes, hein. Mais voilà, c'est ça le problème du tout CGI. C'est pour ça, en vrai, même si faudrait que je revoie les Hobbits, surtout les versions longues, mais c'est pour ça que à chaque fois, je suis un peu... C'est pas totalement faux, mais je suis toujours un peu circonspect quand les gens ils comparent le set de tournage de Seigneur des Anneaux avec celui de Hobbit en mode oh regarde c'est horrible, il y a que du fond vert. Frérot, enfin le problème c'est pas les fonds verts en soi, le problème c'est que c'est une façon de travailler, c'est une vision derrière, il y a pas de souci. Et alors désolé, vous savez, moi j'oublie toujours les noms, le mec qui joue Gandalf, qui bade, etc. Oui, c'est normal, c'est un vieux. C'est un vieux acteur légendaire qui a connu sur tout ça et qui a du mal à s'adapter. C'est normal qu'il ait ça. Et miskin le pauvre, et c'est vrai que peut-être qu'Hobbit était une mauvaise production. Mais prendre toujours ça comme exemple pour dire le problème c'est les CGI, tu te retrouves avec des gens qui font des faux making-of avec du faux décor pour de vrai et qui balayent les fonds bleus, dans Barbie notamment,
pour faire croire que c'est tout du artisanal. Bah non, skill issue. Après skill issue pour cet acteur-là, j'ai pas envie de le dire, mais pour moi c'est vraiment juste, bah voilà quoi, c'est compliqué de s'adapter, ou peut-être que ça s'est mal, peut-être que le fait de se mouiller la nuque, c'est mal fait en pré-prod, peut-être ça a été trop précipité, qui fait que les vieux acteurs, ils étaient un peu déboussolés, genre de truc. Enfin voilà quoi, c'est ça le truc. Mais voilà, c'est ce que je pense sur les CGI et machin. La scène où Jake échappe au Thanator en sautant d'une cascade avait dû être réalisée en dry for wet, c'est-à-dire que vous simulez le fait de nager, mais dans le vide. Cette même technique a été envisagée un temps sur Avatar 2, mais James Cameron a tenu au final à ce que ses équipes créent des outils capables d'enregistrer la performance capture sous l'eau, ce qui est très difficile à cause des bulles d'air ou encore de la réflexion de l'eau. Je vous renvoie pour ça au making-of du film, mais en gros, l'immersion d'Avatar passe avant tout par ce réalisme des gestes en accord avec l'environnement. Pantomime is your enemy. J'aimerais trop qu'ils sortent une version comme real effort. The more les the world dessins, je pushes sens, back against the actor, the more sans the la trahison. environment or the other creatures pushes back against the actor, then it starts to feel real to them. Ça peut sembler évident, mais de cette façon, le film finit par nous faire oublier le naturel avec lequel les corps s'ancrent dans ce monde. Et ça vaut aussi pour les caméras virtuelles, qui évitent des mouvements qui défieraient la gravité. Après tout, le cinéma est un art du mouvement. Moi, Asuro, en gros, c'était la première partie du live où j'ai parlé du TikTok qui a amené un public qui n'était pas celui auquel je m'adresse de base, et que c'était en mode et que les gens partaient du principe que j'étais un gros consommateur d'animation japonaise et que j'avais toutes les références des derniers trucs en tête, et que voilà, c'est un titre un peu troll, tu vois. Anituber, c'est pour youtubeur animation, comme comme Chef Otaku par exemple, ou le Petit Chef. Petit Chef, moi je le préfère, hein. Je l'ai toujours préféré, le Petit Chef, hein. Non, je rigole évidemment. Et que je disais que des fois, j'envisage, je sais pas quand, mais j'aimerais bien tester de faire des lives où on mate des animés tranquille. Avatar 2, Surtout n'oublie en pas matin. que c'est ça, sa grammaire première de cinéma. Et les gestes racontent beaucoup de choses dans La Voix de l'eau. Ils permettent de percevoir le quotidien de la culture Na'vi, de montrer comment les enfants de la famille Sully apprennent à maîtriser la nage et la plongée, mais surtout, ils deviennent des points de scénario beaucoup plus discrets que n'importe quel dialogue surexplicatif. L'exemple que je préfère et qui me terrasse à chaque fois concerne Jake. Durant l'attaque du train au début du film, il retrouve Neteyam après une explosion et craint que celle-ci l'ait tué. En tant qu'ancien marine, son premier réflexe, c'est de retourner son corps à la recherche d'une plaie ou d'un projectile qui l'aurait traversé. Et tel un mauvais présage, ce même geste revient à la fin du film et cette fois condamne définitivement son fils. Le gros plan qui suit ne fait qu'accentuer tout le désespoir du père, qui sait qu'il est trop tard. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire d'un film, ça n'est jamais que son scénario. Oui, mais Et à vrai oh, dire, oui, dans le cas d'Avatar 2, ces critiques les plus sévères ne parlent pas vraiment de son scénario, mais de son intrigue, ce qui n'est pas la même chose. L'intrigue, c'est juste la suite d'événements qui permet au récit d'avancer, son squelette en somme. Mais l'intrigue n'est jamais l'histoire. C'est juste qu'à l'heure actuelle, où des studios et surtout putain, des j'oublie plateformes cette merde. demandent à ce que l'élément perturbateur soit calé au bout de 10 minutes maximum pour pas que le spectateur aille scroller sur TikTok, l'écriture à Hollywood est devenue très mécanique. Et elle suppose, par ce manque d'attention généralisée, que chaque scène d'un film doive bêtement servir à faire avancer l'intrigue. Ce qui bien souvent ne permet pas vraiment de se sentir investi dans le parcours des personnages ou dans leur univers. Bah oui, parce que c'est trop mécanique. Et pourtant, ça reste du travail. Ça, c'est pareil, argument que j'ai pas dit, que j'aurais dû balayer dans les commentaires TikTok, c'est qu'il y a plein de gens qui étaient en mode mais il y a du travail derrière, c'est nier le travail des animateurs et là ça marche aussi pour je sais plus c'est quoi le nom de cette merde là, le travail des animateurs, ça demande beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup de travail, oui, au service d'une œuvre que maintenant qu'elle est sortie, le travail ne fait pas la qualité. Tu peux trouver un monument moche, bah, il y a eu beaucoup de travail pour ce monument. Tu peux trouver une peinture moche, bon bah la personne a bien travaillé. Bon maintenant, ok, oui, on remet pas en question le travail, on remet en question les choix artistiques que ça amène et l'œuvre derrière qui devient uniformisée. Quand bien même ça demande beaucoup de travail de travailler sur les dernières merdes de Netflix remplies de VFX dégueulasses quoi. James Cameron a le mérite de faire l'inverse, de ne pas nous prendre pour des moutons atteints de troubles de l'attention parce qu'il veut qu'on vibre avec Pandora. Et ça passe par ce sens du détail, où le scénario dépend beaucoup des trouvailles de la mise en scène, d'une expression faciale, d'une lumière sur une plante, ou que sais-je. Je ne prétendrai pas que le scénario d'Avatar 1 ou 2 est compliqué. Mais justement, il évite le problème de l'explicationnite aiguë si chère à un Hollywood qui se prend parfois beaucoup trop au sérieux, et il n'essaie pas de marche pour les animés aussi, surintellectualiser ça, hein. l'universalité mythologique qu'il dépeint à partir de sa planète imaginaire. C'est parce qu'il croit au pouvoir de sa mise en scène et à sa myriade de détails qu'il lui donne une complexité supplémentaire. Et ça, Cameron en parlait déjà à l'époque du premier Avatar, où la 20th Century Fox voulait couper les scènes de vol en Ikran entre Jake et Neytiri, sous prétexte qu'elle ne faisait pas avancer
avancer l'intrigue. And they were complaining about the flying scenes. Why does this flying scene go on so long? You've already proved the point. It doesn't advance the narrative. It doesn't advance the character. I said you're right on every count. You've ticked every box, like a good studio executive. But guess what? I want to see it. And I extrapolate from that, and Stanley Kubrick was a firm proponent of this principle. If I want to see it, my cognitive leap is there are going to be lots of people that want to see it and want to see it for itself, not for its purpose. Because there is a purpose to the things you want to see. The purpose is to be present, to be in that world, to be enjoying what's happening, to sustain a feeling. So those flying scenes actually did have a big purpose. That's when Jake and Neytiri fell in love. J'aime beaucoup cette expression qu'il emploie, Non, mais voilà, soutenir il a tout une dit. émotion. Il a tout dit, qu'est-ce que tu veux rajouter? La beauté, c'est ressentir des émotions, et cette émotion, tu la ressens bah, dans la longueur des scènes, par de la mise en scène, quoi. Un style audit. Et alors, il faudrait que je la retrouve, mais en plus, pour les gens qui sont en oui, mais c'est un américain, peut-être qu'il est passé gauchiste. Le mec, il y a un entretien avec George Lucas qui était en mode, mais là, les rebelles qui se battent avec les moyens du bord, etc., qui font des opérations clandestines, etc., dans Star Wars, aujourd'hui, on les appelle les terroristes. Et à l'époque de Star Wars, George Lucas complète en disant, ouais, on les appelait les Viet Cong. Donc là, clairement, les mecs, ils disent, on a fait des films où on est du côté des Viet Cong. On est du côté des terroristes. Genre, désolé. Le Avatar et Star Wars sont des films pro-FLN. Et c'est génial. C'est génial. C'est vraiment Cameron. C'est dommage que des fois, il est très bancal sur notamment les trucs technologiques avec l'IA et ce genre de trucs. Mais en tout cas, il a dit pour Avatar qu'il n'utilisera pas l'IA parce qu'il est en mode, bah moi, je veux pas utiliser ça, tu vois. Mais c'est dommage pour, par exemple, ces remasters. D'ailleurs, l'importance, je l'avais dit au dernier live, de regarder, avant de regarder un remaster 4K ou etc., vraiment comment il est fait, de vieux films, les derniers remasters des films de Cameron, Aliens, et je sais plus c'est lequel le deuxième, c'est le film avec Schwarzenegger, je crois, sont dégueulasses. Parce que c'était fait avec de l'IA, mal fait, mal digéré. Je savais pas que t'aimais autant Cameron. Ah mais Cameron, c'est incroyable, moi je suis très fan de Cameron. Baudrillard disait que le terrorisme est le dernier rempart du réel sur le simulacre. Basé. Après bon, je vais pas dire terrorisme basé, attendez. Parce qu'il y a des terroristes, bon, je les aime pas trop. Hein. Tous les terrorismes ne sont pas éthiques. Hein. La faire durer dans le temps. Quand je parlais de l'importance des gestes et de cette réalisation qui accentue les interactions des corps avec l'environnement, c'est parce que l'histoire d'Avatar 1 et 2 se trouve là, dans la biosphère de Pandora. C'est bien le réceptacle que représente la planète qui est son cœur émotionnel. C'est pour elle qu'on se projette dans la petite fenêtre qu'ouvre pour nous l'écran de cinéma, et c'est pour elle que se posent toutes les questions philosophiques, militaires et écologiques de la saga. Pour le coup, je me dois de citer la géniale chaîne YouTube. Attends, Mao, tu dis ça, mais enfin, c'est surtout à toi de le faire. Faut que tu fasses un live avec Oedi ou je sais plus, ou d'autres gens que t'aimes bien, tier list des terrorismes. C'est un vrai concept, hein. Je te dis, go le faire. Hein. Like Stories of Old, qui l'a formulé de la meilleure des manières. L'histoire d'Avatar, c'est son monde. Poisson. Pour moi, Lucas, il fait du terrorisme performatif. Non, mais vraiment, mais où est-ce qu'on est, hein. Vraiment, hein. Il y a des gens, ils sont morts pendant l'occupation nazie pour que tu puisses écrire ce message. Hein. Je l'ai screen, hein, ton message. Hein. Maintenant se pose la question, comment on le filme, ce monde? Eh bien déjà, on vous le montre avec un maximum de clarté. Avatar et surtout Avatar 2 choisissent majoritairement d'utiliser des focales avec une grande profondeur de champ, pour que le décor ou les personnages en arrière-plan soient visibles et incitent votre regard à scanner l'image. Et c'est loin d'être anodin, surtout à une époque où le look cinéma semble de plus en plus se définir par l'usage de focales longues qui... Là, je reviens aussi, Mao, sur pourquoi j'aime autant Cameron. Pour aussi résumer, c'est que pour moi, Cameron, mais comme beaucoup de grands réals américains, c'est que les mecs, déjà en termes purement techniques, font du cinéma magnifique à voir, font de l'excellent divertissement, et en plus il y a un fond très très fort. Genre vraiment c'est comment tout s'imbrique qui fait que c'est de l'excellent cinéma, et que c'est une des raisons de pourquoi quand même c'est dommage, même si c'est du bon cinéma, mais que le cinéma américain a roulé sur l'Occident. C'est pour une raison, c'est aussi parce que soft power, c'est parce que plan Marshall, c'est parce que capitalisme, c'est parce que blablabla. Mais reste que, voilà. Et en plus, il est très critique des Américains. Et les Américains qui font du cinéma très critique des États-Unis et qu'en plus sont très forts, ça fait du cinéma magnifique. Ah, coucou Cimetière. Allez, malheureusement, je ne suis pas chez toi actuellement.
pour que Poisson puisse dire que George Lucas fait du terrorisme performatif. C'est déplorable. Mais bon, que veux-tu? C'est comme ça, hein. compresse l'espace et scinde le premier plan de l'arrière-plan. Ce flou artistique a évidemment sa valeur, mais on va pas se mentir, c'est aussi bien pratique quand vous faites des films sur Dis-toi fond que c'est la vert faute et de que Macron, hein, l'inconstation et de la méticuleuse SNCF. de vos acteurs dans le décor risque de demander beaucoup trop de travail. Dans Ah, la voilà, c'est ce que je méthodologie disais, actuelle ce que je disais. d'Hollywood, l'usage de la longue focale et du flou d'arrière-plan C'est ce que je disais, le fait de ne pas faire de choix, de faire que des choses filmées de manière plate pour avoir complètement contrôle sur la post-prod. Sauf que tu peux pas faire de la magie si tu filmes tout de manière chiante. tend à se systématiser. Et pas forcément pour les bonnes raisons. James Cameron Ok, l'utilise, Cameron, mais à des cimetière. moments charnières et stratégiques, quand il veut vraiment nous plonger dans l'intimité des personnages, sonder leur psyché et révéler leur vulnérabilité. Cette question de la profondeur de champ, elle soulève un autre problème de la concurrence, et c'est la platitude générale des compositions de cadres. Forcément, la longue focale et le flou d'arrière-plan, ça cache la misère quand vous peinez à construire la tridimensionnalité de votre image. Ça peut faire de jolies cartes postales bien aplaties, mais ça s'arrête là. Quand on parle de la qualité de la 3D stéréoscopique des films Avatar, ça ne vient pas seulement du fait qu'ils aient imposé des standards techniques dans le domaine. La mise en scène de James Cameron propose toujours plusieurs couches par plan, sans forcément avoir besoin de surcharger l'image pour autant. Mais l'idée, c'est de vraiment matérialiser, inconsciemment pour le spectateur, le côté holiste de Pandora. Tout se connecte et incite surtout à conduire votre regard vers le sujet d'un plan, sans oublier pour autant les à côté, qui donnent au film sa qualité immersive. De toute façon, c'est bien simple, là où la plupart des blockbusters galèrent à proposer un avant-plan et un arrière-plan correct, Avatar 2 a très régulièrement des plans avec minimum 3 couches. Quelques exemples non exhaustifs. C'est vraiment un truc de bandeur, mais moi j'aime bien. Mais ça, pareil, il y avait une vidéo Et que, enfin, que j'ai peut-être- vue il y a pas longtemps qui s'appelle Pourquoi les films sont tous. Enfin, attendez, je vais regarder dans. Je vais regarder, c'était une vidéo en anglais en mode Pourquoi tous les films se ressemblent ou pourquoi ils ne font plus cinéma. Et en fait, le gars, ce qu'il disait, c'était que beaucoup de films, en fait, de manière. Enfin, il y a plein d'éléments précis où il parle de philosophie de cinéma, etc. Mais un des éléments principaux, c'est que l'arrière-plan n'est plus géré, en fait. Dans beaucoup de grands films, de grands westerns, de tout ce que tu veux, ou même de thrillers à la Fincher, quoi, l'arrière-plan, ou le Paul Thomas Anderson, l'arrière-plan est filmé. Tu vois l'endroit, tu vois les détails d'où sont présents les personnages. Et c'est ça qui crée ce sentiment d'appartenance à un univers, ce sentiment d'appartenance à un film. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des recherches d'un point de vue dans la tête, là, quand tu regardes un film et que tu es immergé dedans, tu as la même. Enfin, ton cerveau a fait le même travail que quand tu perçois ton environnement autour de toi. Genre, tu regardes ta chambre, là, je regarde ma chambre, je vois mon lit et genre de trucs. Quand je suis immergé dans un film, j'ai la même chose, je ressens la même chose. Enfin, quand le film est bien, hein. Et que aussi, il prend comme exemple Sorcerer de William Friedkin, où l'endroit où il fait chaud, où il y a de la crasse, c'est filmé parce que les acteurs sont imparfaits, ils sont mal rasés, leur peau, leur pores suinte et ce genre de choses, et ça te ancre de manière visuelle et viscérale leur appartenance à tel endroit. Et c'est ça que n'a pas le cinéma. Quand on dit le cinéma numérique moche, c'est pas parce que la pellicule c'est mieux à 100%. Non, c'est parce qu'il n'y a plus ce travail-là. Et il prend comme exemple les films Marvel où tout est toujours flouté en arrière-plan et ce genre de choses. Et que même les gros plans sont nuls parce que dans Ant-Man, tu filmes Paul Rudd. Paul Rudd il est BG, mais il est pas grimé, il est pas machin, il n'y a pas d'aspérité. Et c'est ça qui rend ça chiant et non cinématique. Alors que par exemple en cinéma numérique, je pense à un immense auteur de fils de pute Michael Mann, incroyable, avec Collateral et Miami Vice. On peut ne pas aimer les films, c'est pas le problème, mais d'un point de vue visuel, c'est le début du numérique. Et il va utiliser ses caméras numériques pour filmer la nuit et pour utiliser des mouvements de caméra, des caméras portées, comment il filme les voitures avec ses caméras numériques de manière unique, où tu as un côté un peu chaud des lumières de la ville, mais aussi la froideur numérique et la froideur de toute cette image qui te crée ce sentiment très bizarre, mais tangible. Et c'est ça, quand on dit que quand un film ne fait pas cinéma, c'est pas juste oh, non, les cinéphiles chiants. Non, c'est ça, on parle concrètement de ça. Après Avatar, quel banger. Oh putain, un cimetière, merci d'aimer Avatar. Oui. Putain, mais dans 10 jours, Avatar 3, putain. Je vais peut-être y aller à 9h30, hein, mercredi, d'un point de vue cognitif. Merci Joseph Thomas. Bonjour à toi, merci d'être sur le live. Putain, j'ai commencé ce film à pitié cette année, j'en suis à mon 3e et toujours incompréhensible le buzz du réal. Mais après, je crois que ces 3 premiers films, c'est pas très représentatif. Hein. Mais je serais pas étonné, Poisson, que tu aies un mauvais avis. Moi, en vrai, pitié, j'ai
Rien vu, à part c'est Battle After Another, j'ai adoré. Phantom Thread, je m'étais fait chier à l'époque, mais j'avais 17 ans, 16 ans, donc faudrait que je le revoie. Et j'ai pas aimé le film Licorice Pizza. Personne n'a jamais décrit la neuroscience avec autant de précision que dans la tête là. Oh, tout le monde comprend ce que je dis, mais c'est bon. Les voitures LGBT, les grosses bagnoles. Tut, tut. Bonjour, j'ai vu There Will Be Blood, c'était ok tiers. There Will Be Blood, c'est très bien, mais je me le suis pas pris autant que tout le monde le dit. Par contre, bah tu vois, Poisson, on parlait de cinéma classique, cinéma. Alors je sais plus si c'est filmé en pellicule ou pas, les PTA. Mais There Will Be Blood, tu vois autant les gros plans que les plans larges, etc. Tu es dedans, c'est tangible ce que tu vois, et ancré et réfléchi, et n'est pas du slop. Quand même, tu peux ne pas aimer le film, tu peux reconnaître que voilà, il sait créer il sait mettre en scène. Ah mais Avatar, oh là là là, Avatar 3. Moi je suis comme lui là, Avatar 3. J'espère vraiment ne pas être déçu. Hein. Mon préféré de tout le film. Merde. Mais tout ça est épaulé par autre chose. Et c'est la compréhension virtuose que le cinéma de James Cameron a de la perspective linéaire. La perspective linéaire, c'est le modèle dominant depuis la Renaissance en ce qui concerne la création et la perception d'une profondeur dans une image. Pour créer de la perspective, Oui, il faut envisager une vision conique du point de vue du spectateur. Ou plus simplement, comment les lignes parallèles d'une image sont vouées à ne plus rester parallèles, à se regrouper dans le lointain. C'est ce qu'on après, on va écouter ce qu'il dit parce qu'il parle de choses importantes. Moi, quand il y a la bande, parce qu'évidemment, il passe plein de fois la bande-annonce au cinéma, moi, je ferme les yeux. Hein. Je suis là en mode, non, je ne veux rien me spoiler, Et en plus, à la fin je vous l'ai dit, début octobre, j'ai vu les rediffusions d'Avatar 2. Ils ont fait comme quand ils ont rediffusé Avatar 1, ils ont mis, après le générique, enfin c'est le premier générique où c'est pas juste le texte noir là, ils ont mis un extrait d'Avatar 3, et ça se passait dans une sorte de montgolfière et tout. Oh là là, Avatar 3. Les lignes de fuite qui se rejoignent à un point de fuite. Bon, ça c'est la base, et comme au poker, l'important c'est pas les cartes, mais ce que vous en faites. C'est pas une science exacte ça. Hein. James Cameron, il aime bien une mise en scène assez oblique. L'utilisation de lignes pour amener votre regard vers le fond d'un plan ou d'un côté à l'autre pour le pousser à rester actif. Les lignes de fuite les plus simples à percevoir dans n'importe quel art visuel, c'est souvent celles qui dépendent d'architecture humaine, avec des lignes bien droites. Dans La Voie de l'eau, le retour des humains et de leur construction sont pas mal présentés dans la première partie du film, ce qui aide à la compréhension de ce langage, comme avec le train, qui crée un sacré effet de 3D grâce à la perspective des rails, ou encore la visite de la base de la RDA, qui est la méga corporation d'Avatar, pas l'Allemagne de l'Est. Dans ce plan, par exemple, tous les éléments de bâtiment créent des lignes de fuite qui convergent vers Quaritch et la General Ardmore, qui constituent le point de fuite principal, ce vers quoi votre regard est conduit. Et en même temps, certaines parallèles sont mises en valeur pour laisser une ouverture pour vos yeux, sous-entendre la largeur terrifiante de la base, vers un autre point de fuite. Mais c'est aussi pratique pour voir un petit détail qui a caché James Cameron, un appel à vous abonner à Écran Large. Parce qu'il est comme ça, James. Il aime les médias. C'est vrai qu'ils font ça pour... bon, ça me fait rire à chaque fois, il les casse bien. Et oui, ça c'est vraiment la marque du beaucoup de grands cinémas classiques, c'est aussi ça puise vers... une efficacité. Quand on dit qu'un film est efficace, c'est ça. C'est la composition des cadres parfait, la visibilité des plans, le rythme, avec un artisanat très fort. Ça reste classique, mais tout est bien lisible avec, après voilà, le fond de ce qu'il est, de ce qu'il raconte. Et je tiens aussi à dire que on parle beaucoup de Cameron, les navis, la nature, etc. Mais quand bien même c'est les méchants du film, le design des mechas, hein, le design des mechas, le design des araignées qui construisent les trucs, le sort de petits mechas qu'elle a la meuf pour être au niveau des navis, les immenses bennes, etc. La base, c'est trop fort. Shinkawa doit péter un câble devant les films de Cameron. Hein. C'est trop fou. C'est trop fou en termes de mechanical design. Death Stranding, putain. Petits détails qui sont vraiment le mieux, ou au moins la mienne, de la manufacture. Pour en revenir à Avatar 2, le film amène bien sûr à voir des lignes de fuite ailleurs que dans l'horreur de la manufacture humaine. Il y a la beauté de la nature avec ses architectures naturelles, ou tout simplement le positionnement des corps. Quand la famille Sully part de la forêt et déclenche le nouveau chapitre de son épopée, vous avez ce plan que je trouve absolument magnifique. D'un côté, la présence de Jake au premier plan en fait logiquement le sujet principal, ça, je préfère le qui est aidé fascisme, par les lignes de fuite que génère son icrane. Mais il y a un deuxième point de fuite, le soleil, qui non seulement traduit la puissance de ce voyage vers le lointain, mais remet aussi au centre de l'équation la place de Pandora dans la mise en scène. Alors, je vous incite à jouer à ça chez vous, ça marche sur pratiquement tous les plans sur plus de 3 heures de film. Bon, évitez juste de tracer des lignes au marqueur sur votre télé, je ne pourrais pas en être tenu responsable. Mais je me fais plaisir avec un dernier exemple, qui reflète comment Cameron réfléchit à plusieurs compositions de cadres en une dans un plan en mouvement. Parfois, vos lignes de fuite sont à l'extérieur du cadre, notamment si votre ligne de fuite principale
est une ligne d'horizon avec un point de fuite à chaque extrémité. C'est le cas dans ce plan où Kiri est allongé dans l'herbe. Simple, efficace. Mais l'épaule et le bras du personnage créent subtilement une autre ligne qui, oh surprise, va pile dans la direction d'où va émerger Spider à l'arrière-plan. Et ça les enfants, c'est ce qu'on appelle de la mise en scène. Mais c'est aussi révélateur de ce que je disais plus tôt. En étant focalisé sur la place des corps dans l'espace, James Cameron en fait souvent les points de fuite, ou des éléments qui conduisent des lignes de fuite. Je parlais plutôt de vision conique, vers la profondeur d'un plan. Mais James Cameron aime également tracer des cônes dans ses images, grâce à la taille de ses personnages et leur position dans le plan, qui crée certains rapports de perspective. Le plus bel exemple étant cet angle au moment de la mort de Neteyam, avec les membres de sa famille autour de lui. Le cône se resserre sur lui, le sujet de la scène, tout en permettant à nos yeux d'aller observer autour les expressions faciales des autres personnages. Et cette spatialisation claire permet ensuite au film de zoomer sur Jake, Neytiri ou Loak de manière très organique. Ça, c'est quelque chose qu'a toujours très bien fait le western, placer stratégiquement les corps pour définir les rapports de force, mais aussi les enjeux d'un genre intégralement tourné vers l'Amérique, comme terre à défricher, à défendre, Faudrait que je reprenne la ou à film John coloniser. Ford. Ça va tout de suite un peu plus loin dans la filiation stylistique que de juste dire « Oh Avatar, c'est un simple remake de Danse avec les loups avec des schtroumpfs ». Ce que je veux montrer à travers tous ces exemples, c'est que les grands cinéastes savent toujours façonner votre regard pour les besoins du film que vous êtes en train de voir. Cameron, il prône deux choses. D'une part, la fluidité d'un découpage finalement assez discret. Vous n'allez pas avoir de plan séquence qui fait des loopings ou d'effets de style criard. Il tient à ce que la caméra virtuelle soit régie par la gravité de Pandora. D'autre part, cette discrétion permet d'accepter plus facilement des contrastes d'échelle ou des raccords qui pourraient sembler plus extrêmes chez d'autres. Mais par cette clarté et cette lisibilité constante des sujets d'une image, parce qu'il y en a rarement un seul chez Cameron, on apprend à être attentif, voire à chercher activement. Et je pense que les meilleurs réalisateurs ont tendance à vous donner, plus ou moins consciemment, une note d'intention dans les premières minutes d'un film. Et pour Avatar 2, ça tient en 3 plans. Le Bon, premier après ça, retour je d'un suis pas navire dans la voie de l'eau, forcément c'est d'accord, ce mais oui, gros plan vas-y. sur Neytiri derrière des feuilles. Bon, déjà, c'est une citation au plan d'introduction de Neytiri dans le premier Avatar, qui troque cette fois sa verticalité pour un mouvement horizontal. Et puis, on va pas se mentir, c'est aussi pour Cameron le moment logique pour bien flexer sur la qualité des textures et de la performance capture pour ne plus avoir à le faire plus tard. Puis, on passe à un plan poitrine, où Neytiri se rapproche de la caméra et où sa flèche crée un effet de jaillissement qui nous rappelle pourquoi la 3D c'était cool quand c'était bien fait. C'est évidemment un retour aux sources, un rappel de la force de Évidemment, frappe. je tiens à dire, Avatar, vraiment, ruez-vous en 3D. euh, en variable framerate, c'est-à-dire la fréquence d'image qui évolue d'une scène d'un autre, voire même d'un plan à un autre, c'est mieux, et en général, c'est en même temps que la 3D, mais vraiment en 3D, absolument. Si vous êtes des ressorties d'Avatar 1 et 2 en 3D, allez les voir en 3D, absolument. Vraiment, ça change vraiment tout. Tous les rapports d'échelle qu'ils racontent, les profondeurs, et même la tangibilité de l'univers, vraiment, c'est essentiel de le voir en 3D, à mon avis. Après, voilà, si vous avez un problème, enfin, comme tu dis, Poisson, peut-être que toi, tu as un problème parce que bah, tu n'es pas comme nous, on n'est pas bâti pareil. Non, mais s'il y a vraiment un truc où ton corps ne peut pas, tu sais, comme les gens avec la VR, ils peuvent pas, bah oui, effectivement, là, c'est compliqué. Jamais de la vie en 3D. Bah oh, tu rates quelque chose, vraiment, tu rates quelque chose. Je te conseille vivement de le voir en 3D. Vraiment, 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 vraiment très, très fort. Tu peux quand même profiter du film sans, hein, évidemment, mais tu loupes vraiment beaucoup de choses, à mon avis, à mon humble avis. Du premier film. Sauf qu'au moment de bander son arc, il y a une gêne qui nous amène au plan suivant, un plan américain qui nous révèle qu'elle est enceinte. À ce moment-là, le film joue sur la rétention d'informations par le cadrage. C'est bien le geste que veut nous inculquer James Cameron. Prendre du recul, oublier l'effet waouh et sa prouesse technologique, et s'ouvrir à tout ce qui entoure les personnages, pour vraiment Ah, mais j'ai comprendre pas eu les de soucis du subtilités tout, de moi, l'univers. pardon. Il n'a pas besoin de vous forcer ou de vous le dire par un dialogue. C'est juste là, et c'est peut-être à cause de ça qu'il y a, à mes yeux, une forme d'ingratitude envers le cinéma de Cameron. Il nous réapprend à voir sans qu'on Moi, s'en je dis rende quand même compte. d'essayer, Ça mais semble si t'as simple pas et déjà vu fluide pour Avatar en nous, 3D, parce que ça demande en réalité une sophistication totale de la mise en scène. Et il n'est pas seulement question de confort, mais bien de réinvention et d'innovation par les procédés technologiques de la saga. Les 3 plans dont je viens de vous parler, s'ils fonctionnent, c'est en partie grâce à un truc tout simple qu'on appelle la règle des 30 degrés. Vous connaissez peut-être plus la règle des 180 degrés. L'idée que dans une scène, si vous tracez une ligne imaginaire entre les sujets de cette scène, il faut que votre caméra reste du même côté de la ligne, pour éviter d'en perturber la lecture. La règle des 30 degrés, c'est que quand vous changez d'axe et d'échelle sur un même sujet, par exemple ici Neytiri, et qu'on imagine donc avoir un cercle théorique autour de ce sujet, eh bien il faut varier de minimum 30 degrés par rapport au plan précédent. Sinon le spectateur risque de remarquer, surtout au niveau des regards, que les deux plans sont proches mais pas identiques, ce qui engendre souvent un inconfort et tente à se faire remarquer. Cameron est naturellement doué avec cette notion. Il est même assez bluffant de le voir gérer des séquences avec paille des beaucoup de personnages abeilles. qui parlent, sans jamais qu'on questionne la spatialisation d'un personnage. Mais entre Puis cet évidemment, incroyable sens du détail on rappelle que les règles aussi, elles sont là pour une raison, mais ça veut pas dire qu'il n'y a aucun film, aucun bon film qui ne brise pas ces règles. C'est juste que bon bah voilà quoi, c'est un côté de fluide, etc. Et des fois briser les règles, ça n'a aucun sens. C'est juste pour prouver, et des fois c'est pas très utile et ça marche pas. Et des fois bah ça marche, mais déjà bah,
tu veux briser les règles, commence par les connaître, tu vois? Il y a aussi ce truc. Genre, c'est pas une règle fixe qu'il faut absolument pas bouger, mais bon, voilà, si ces, standards existent, c'est aussi pour une raison, tu vois? C'est pas juste parce que c'est comme ça et que c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est pas l'Académie française, tu vois? Qui est le sien, son envie d'aller chercher ces détails dans la scénographie et les possibilités a priori sans limite du cinéma numérique, il me semble qu'il nous habitue à de nouveaux éléments de grammaire. Parce qu'au fond, la mise en scène d'Avatar 2, elle ne fonctionne pas juste sur des cercles autour de ses personnages, elle fonctionne sur des sphères, sur une tridimensionnalité totale. Et ça se ressent particulièrement dans sa gestion des séquences sous-marines, mais aussi dans le rapport entre Oh, ce l'air, plan, la putain. surface de l'eau et les profondeurs. Avec tout l'amour que j'ai pour le premier Avatar, son climax a une pureté linéaire que je trouve à la fois très belle, mais aussi un poil limitée. Vous avez la bataille dans les airs, la bataille au sol avec deux camps définis d'un côté et de l'autre, et ces deux dimensions ne vont quasiment jamais se raccorder, à part dans ce moment ultra épique où Quaritch saute de son vaisseau en feu avec son mecha. Le climax d'Avatar 2, pour sa part, alterne en permanence entre ces Ça me différentes fait penser que, j'ai pas fait le jeu Ubisoft Avatar, mais apparemment il est vraiment pas fou et je suis très dégoûté. Voilà, je voulais juste caser ça. avec une fluidité déconcertante, parce que la précision des compositions de Cameron offre la possibilité à son cinéma intangible d'aller emplir chaque centimètre carré de Pandora, de pleinement s'approprier un espace en 3 dimensions. Si je tenais à faire cette analyse, ce n'est pas seulement pour rendre justice à un film qui m'a semblé être un peu trop vite pris pour acquis. Pour moi, Avatar 2, c'est un film puissant parce qu'il réveille cette part d'inconscient qu'on a tous en ce qui concerne la compréhension d'une image. Ça va avec la dimension très universelle de son scénario, qu'on peut trouver ça et là simpliste, mais Cameron nous fait suffisamment confiance pour qu'on apprenne à se laisser embarquer et immerger dans son monde. Parce que c'est aussi un apprentissage. Et ça l'est peut-être plus que jamais à une époque où les médias audiovisuels, du cinéma aux réseaux sociaux, incitent à stimuler de manière beaucoup plus éphémère notre attention. Cameron a toujours absorbé la dimension méta de ses œuvres, sans non plus en faire une donnée clin d'œil et vulgaire. Mais en revenant 13 ans après le premier Avatar, il fallait bien remettre les pendules à l'heure, nous réapprendre à voir ce monde qui en avait fait à l'époque le film ultime au box-office. Et c'est pour ça que La Voix de l'eau est au fond un film sur la littératie, nos facultés à comprendre et à utiliser un langage. Le terme est plutôt à la Il base en manque pensé un pour aujourd'hui, l'écrit, de la mais les littératie, anglo-saxons hein. parlent aussi de visual literacy. Et c'est primordial, parce qu'à la manière de n'importe quel autre langage auquel on est exposé, il y a des choses qu'on capte inconsciemment. Mais au bout d'un moment, il faut quand même avoir un minimum de code. Ce qui manque profondément dans une société où l'image animée est partout et ne cesse d'évoluer dans son langage, y compris sur les réseaux sociaux. Mais comme pour n'importe quoi, si personne ne nous apprend comment ça marche, ça ne peut que profiter à ceux qui sauront comment vous manipuler avec. Et le plus important là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'est un travelling compensé ou une focale 18 mm. Il y a plein de choses qu'on sait de manière instinctive, parce qu'on a toujours vu des films. On sait reconnaître ce qui fonctionne ou pas. Et justement, James Cameron en a totalement conscience de cette magie-là. Et il cherche un langage commun à tous. Et perso, je trouve ça magnifique qu'il emploie son blockbuster de tous les possibles, cette fenêtre vers le futur, pour nous parler de cet apprentissage du regard et le connecter à ces thématiques sur la famille ou les considérations écologiques sur lesquelles Jake essaie de fermer les yeux. Et je tiens à préciser une chose, la littératie visuelle, ça ne veut pas dire qu'il faut constamment analyser chaque cadrage d'un film pendant que vous le regardez. Si c'est le cas, ça veut même sans doute dire que le film ne vous transporte pas et ne vous procure pas beaucoup d'émotions. Ce recul de la fabrication, Oui, c'est après. il m'a fallu un paquet de visionnages d'Avatar 2 pour En plus, l'avoir. ça se revoit aussi, Déjà hein. parce que Cameron arrive très bien à dissimuler sa maestria, mais aussi parce que j'ai mis du temps pour ne plus juste m'abandonner au film et à son univers enchanteur, ce qu'il faut rechercher en priorité d'ailleurs. La première fois que j'ai vu le film, je me sentais incapable d'écrire une critique dessus, tellement j'avais eu le sentiment d'avoir vécu une expérience sensorielle et émotionnelle totale. Et il m'a fallu du temps pour la décanter cette critique. Cette vidéo en est une autre preuve, parce qu'il m'a fallu de nombreuses heures pour la structurer. Alors, vous avez bien entendu le droit de ne pas aimer Avatar 2. Je fais surtout cette vidéo Non. avec un cas qui me tient très à Pour ça, cœur vous avez pour pas le montrer droit. que tout le monde est capable de ce travail d'analyse sur un film qu'il aime. Et à l'heure où beaucoup se moi contentent aussi. d'une blague sur Moi Letterboxd, aussi, j'ai été stun. Mon revisionnage d'Avatar 1 m'a redécouverte que j'ai pas vu depuis que j'étais gosse, en 3D et en HFR, en VFR, pardon. Et aussi le 2, enfin vraiment, j'ai été stun, hein. Il y a plein de films où j'ai été stun, il faudrait que je revoie. Peut-être à la baisse, peut-être à la hausse, peut-être au même niveau. C'est pour ça que c'est important de revoir les films. Les premiers films, tu sais, pour parler de manière un peu caricaturale, on peut considérer que les premiers visionnages, c'est élaguer la merde des trucs qui valent pas le coup. Et après, ta mémoire va faire le tri. Et après, hop, tu peux revoir et vraiment plus t'engager avec les œuvres que tu aimes déjà. Un livre, ça se relit. Un film, ça se revoit. Parce que, enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu cancel maintenant en tant que gauchiste de le citer. Mais Tarantino qui dit on réécoute de la musique, bah, un film, faut les revoir. Et je suis plutôt d'accord. Après, il faut pas revoir tous les films. Mais là, je sais pas pourquoi, là, dans ma tête, je pense à The First Slam Dunk, que j'ai acheté en Blu-ray, faudrait que je le revoie. Il y a des films comme ça qui sont, des fois, tu les oublies, tu les revois et tu redécouvres. Et c'est pareil, tu sais, il y a plein de gens qui sont en mode ah, j'aimerais bien oublier tel truc. Bah, juste, bah, déjà, faites autre chose de votre vie. Et puis, dans quelques mois, quelques années, vous pouvez vous les remater et redécouvrir et avoir un autre aspect de la chose. C'est très bien comme ça. Et souvent, ceux qui n'arrivent pas à oublier quelque chose, c'est peut-être ceux qui sont trop le nez dans
le côté fandom, etc., où tu ne passes pas à autre chose et ça peut peut-être être toxique. Peut-être. En tout cas, limitant, on va dire. Moi, devant Baby Invasion, j'ai eu la même devant Bienvenue à bord. Attends, Bienvenue à bord, attends, est-ce que c'est un troll ou c'est un vrai film? Parce que Bienvenue à bord, est-ce que c'est le film auquel je pense ou pas? OK, ouais, c'est un troll. Je pensais que tu parlais de À l'abordage de je sais plus quel réalisateur, mais apparemment c'est un bon film, À l'abordage. Tu connais les critiques de La Gêne Occasionnée? Ils ont fait un épisode sur ce film. Mathis Sanson, coucou à toi. Je connais La Gêne Occasionnée, mais j'ai jamais écouté, je devrais. C'est c'est le podcast de Bégodeau, c'est ça? Ah, mais Poisson, la fin Enfin, moi j'ai pas vu Dancer in the Dark, mais je connais la fin. Oh là là. Faudra bien que je le regarde un jour, mais je vais pas être content en le regardant, hein. Ou d'un tweet lapidaire, la critique et l'analyse de films doivent retrouver ce plaisir du décortiquage, ce qu'on prône particulièrement à écran large, avec la longueur de nos critiques ou les remises en contexte dans nos vidéos. Ça n'a rien de snob, mais encore faut-il vouloir, comme Jake Sully, ouvrir les yeux. Merci à vous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Elle était très bien. Putain, du premier coup. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à ajouter d'autres éléments d'analyse sur Elle était très bien. Abonnez-vous à Écran Large, écoutez leur podcast, c'est vraiment très très bien. Ils font plein de vidéos si jamais vous connaissez pas ou vous êtes pas abonné. Enfin, moi je regarde quasiment toutes leurs vidéos, sauf de films que j'ai pas vus, tu vois, pour pas mettre. Voilà, celle-là elle est vraiment bien. Tac tac. Celle-là elle est pas mal. Enfin, il y en a plein qui sont vraiment bien. Franchement, je vous conseille cette chaîne, c'est vraiment cool. Et bah, si vous aimez bien ce gars-là, je crois que c'est lui. Attends. Alléluia, Voilà, le plus grand il a film sucé d'action à de toute épreuve et tout. Bon, bref, je vous conseille de regarder ça. Oups.